Euh, donc, la dernière fois, on était allé un petit peu rapidement sur le texte, sur le texte de René Girard tiré de La violence et le sacré, qui est consacré au désir mimétique. Que dit Girard dans ce texte? Girard nous dit que notre désir est construit non pas peut-être simplement par notre volonté lucide, nous ne désirons pas forcément ce que nous voulons. J'avais pris l'exemple de la clope. Nous savons que ce n'est pas très très bon de fumer pour nous et pourtant nous désirons fumer. Oui, dites-moi. C'est bon? Et d'autre part, notre désir n'est pas forcément structuré par un inconscient. En tout cas, pas un inconscient. Si jamais j'ai la chance de vous avoir l'année prochaine, on fera un gros cours sur l'inconscient, ça, il n'y a pas de problème. Pas un inconscient. Alors l'amour, non, je suis désolé. Il y avait, il n'y a pas si longtemps, il y avait un cours sur le désir. Mais l'amour, hélas, je crois qu'il n'est pas au programme depuis que j'ai à peu près passé le bac, en tout cas depuis que j'étais au lycée, c'est-à-dire depuis les années 2000. Depuis qu'on a des anabacs et des archives, je crois pas qu'il y ait eu l'amour au programme. Voilà, désolé. Alors, j'ai dit désolé. Euh, le, oui, où est-ce que j'en étais? Oui, donc l'inconscient dont parle ici Girard, ça serait un inconscient fait de pulsions latentes, de pulsions cachées qui nous dirigeraient sans que nous le sachions. Donc, deux points, je résume et je reformule. Notre désir n'est pas structuré par notre volonté, par une volonté qui serait lucide et consciente d'elle-même. Ça, c'est le premier point que j'ai abordé. Et deuxième point, notre désir n'est pas structuré non plus par un inconscient fait de pulsions qui seraient cachées, mais qui nous dirigeraient en coulisses. Ce que Girard va prendre au sérieux, c'est aussi ce que fait euh, un psychanalyste contemporain et un peu le concurrent de Freud. Ce que Girard va prendre au sérieux, c'est l'idée d'un inconscient collectif. Et ça, c'est un psychanalyste qui s'appelle Carl Jung, qui est à l'origine de cette idée. Autrement dit, ce qu'explique Girard, c'est que c'est la société, la vie en société qui nous pousse à désirer. Sans que nous en ayons conscience. Donc il faut comprendre que le désir se construit socialement, dans le rapport à autrui. Alors, ce qu'explique Girard, c'est que nous façonnons, nous modelons, utilisons le mot modeler, parce que ça veut dire modèle. Ça se réfère au modèle. Nous modelons notre désir sur
un désir modèle. Nous modelons notre désir sur un désir modèle. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nous allons désirer ce que nos modèles désirent. Nous allons désirer ce que nos modèles désirent. Nous allons vouloir avoir ce que ceux que nous voudrions être ont. C'est l'invention de la publicité moderne. C'est l'invention de la publicité moderne qui repose sur ce ressort psychologique. Pour ceux qui ont vu des vieux films ou qui ont joué à des jeux vidéo un petit peu rétro, qu'est-ce que c'est que la vieille publicité? Bernès va en parler. La vieille publicité repose sur le matraquage. Donc voilà, il y a un petit côté 1984, hein, acheter, 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 ou le meilleur des mondes aussi. Acheter ceci, acheter cela, acheter ceci, acheter cela, acheter ceci, acheter ceci, acheter ceci. Je ne sais pas si si ça vous fait exactement le même effet qu'à moi, mais à chaque fois que je vais voir un film, soit à Paris, soit à Chartres, alors à Paris et à Chartres, les publicités sont un petit peu différentes, mais j'ai un peu l'impression de voir les mêmes, et ça m'a jamais fait acheter quoi que ce soit. Autrement dit, Miko ou Carte d'Or ou Nespresso ou Apple à Paris. Et alors, qui est déjà allé au cinéma à Chartres? À peu près tout le monde, hein. Alors, le garagiste machin, le carrelage truc, les Veolia, le roi du matelas en centre-ville, etc. Ah, le roi du matelas en centre-ville. Alors, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et ça, c'est de la publicité à l'ancienne. Pourquoi est-ce que c'est de la publicité à l'ancienne? En quoi consiste la publicité à l'ancienne? On voit ça dans des westerns, par exemple, c'est buvez ça et ça vous rendra plus fort, vos cheveux repousseront, messieurs, mesdames, vous vous sentirez plus fraîche, etc., etc. Donc, c'est la publicité qui consiste à vanter le produit. La publicité qui consiste à vanter le produit. Mais je pense que vous êtes suffisamment avancé, on va dire, dans la société de consommation pour le comprendre. Ce qu'on vous vend, ce n'est pas un produit, c'est une expérience. L'expérience. Ça, il y a un très bon bouquin de Baricco, un, un romancier et un intellectuel italien qui s'appelle Les Nouveaux Barbares, qui explique ça très bien. On va prendre un exemple de pub. Bon, je pense que tout le monde voit la pub. Vous étiez peut-être un poil petit, cela dit. Mais Nespresso. Nespresso, c'est objectivement pas bon. C'est pas bon pour l'environnement, mais au-delà de ça, si on se fout un petit peu de l'environnement et qu'on aime juste le bon café, le café de Nespresso n'est pas excellent. C'est quoi Comment expliquer le succès de Nespresso? Comment expliquer le fait que ça soit aussi connu, aussi couronné de succès? Ouais. Et ouais. Georges Clooney. Les femmes veulent être avec lui, les hommes voudraient être lui. Et autre chose, qui est déjà entré dans une boutique Nespresso? C'est un Apple Store où on vous vend du café. C'est-à-dire que vous avez l'impression, vous entrez là-dedans, vous avez l'impression d'être le roi du monde et vous vous dites, tiens, Georges aurait pu passer par là, hein, à la boutique Nespresso de Montparnasse. C'est ça, en fait, le produit. Le produit, c'est l'expérience que vous avez lorsque vous consommez. Vous avez quelle expérience? Vous avez l'expérience d'être celui que vous désirez être. Et non pas d'avoir ce que vous désirez. Vous avez, quand vous consommez un produit, vous avez l'expérience d'être celui ou celle que vous désirez être, et non pas d'avoir ce que vous désirez. Et ça, c'est très puissant, si vous voulez. Parce que, comme je vous l'avais dit, il y a une critique
qui n'est pas totalement infondée d'ailleurs, hein. Mais il y a une critique de la société de consommation qui consiste à dire c'est l'avoir contre l'être. Et c'est l'avoir qui prime l'être. Dans la société de consommation, on est accaparé par nos objets. C'est le roman de Georges Perec qui s'appelle Les choses. Les choses, c'est l'histoire de petits proto-boomers 68ards qui, en fait, après mai 68, commencent à comprendre que leur vie est vide de sens et qu'ils vont acheter, c'est un petit peu aussi la chanson de Boris Vian, un aspirateur, une très belle bibliothèque, une platine, ils vont se payer des vacances enfin, en super colonie de vacances, donc l'ancêtre du Club Med, etc., etc. Et c'est ça la société de consommation. Vous savez, on comble notre déficit d'être par de l'avoir, par des objets. Ok, mais ce que nous explique Girard, c'est que c'est beaucoup plus profond que ça. On ne comble pas notre manque d'être par de l'avoir. En fait, lorsqu'on désire un objet, lorsqu'on désire posséder un objet, on désire être celui qu'il possède déjà, ou celle qu'il possède déjà. Autrement dit, pourquoi George Clooney, l'espace d'un instant, ce ne serait pas moi? Pourquoi Steve McQueen, l'espace d'une montre Tag Heuer, ce ne serait pas moi? Pourquoi, etc., etc., etc. Autrement dit, Bernays va être à l'origine, voilà, du concept d'influenceur ou d'influenceuse. Il comprend que dans une société de plus en plus complexe et en même temps de plus en plus resserrée, je m'explique. Aujourd'hui, il y a un nombre infini d'identités différentes dans le monde occidental. Il y a un siècle, ce n'était pas le cas. C'était beaucoup plus simple en fait. Typiquement, en France, c'est ce qu'explique Jérôme Fourquet dans L'archipel français, un très bon livre de sociologie. En gros, il y a un siècle, il y avait les cathos et les laïcs. Les cathos contre les républicains. Aujourd'hui, non seulement il n'y a plus beaucoup de catholiques qui se revendiquent comme tels et qui pratiquent, mais en plus, il n'y a pas non plus de républicains qui se définissent par rapport à la République comme leur identité, si vous voulez. Les identités sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus émiettées, beaucoup plus différenciées. Mais en même temps, par les moyens de communication actuels, on a l'impression que notre société, c'est un village. C'est-à-dire que vous pouvez communiquer avec votre grand-mère qui est dans le sud de la France, avec vos cousins qui sont en Australie, etc., etc. Le monde est beaucoup plus petit et en même temps il est de plus en plus complexe. Okay. Dans un monde comme ça, comment parler? Comment parler à un peuple? C'est toujours le même problème que celui de Platon, qui n'existe plus, mais qui est en fait une foule d'individualités différentes. Et là, pour le coup, c'est vraiment le cas. Eh bien, Bernays a une solution simple. Pour chaque identité, il y a un influenceur ou une influenceuse. Donc pour parler, il faut en fait s'attaquer aux influenceurs, convaincre les influenceurs de tel achat ou de telle décision politique, les enrôler à votre service. Et à ce moment-là, vous gagnez. À ce moment-là, votre produit s'achète. À ce moment-là, votre parti est élu. Oui, oui, bien sûr. En gros, dans un monde qui est dans une société qui est de plus en plus complexe et en même temps de plus en plus petite. De plus en plus petite parce que
aujourd'hui, vous pouvez vivre au fin fond du Cantal et savoir ce qui se passe en Ukraine, par exemple. Comment parler, comment parler à une foule d'individus? C'est très compliqué, parce que ces individus sont très différents. Eh bien, on le fait en essayant de convaincre les influenceurs ou les influenceuses qui peuvent peser sur la décision de ces individus. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la propagande va mettre à son service des personnes, on pourrait même dire des personnalités, qui sont en mesure de peser sur le débat public. Aux États-Unis, ce sera évidemment qui pèse. Les? Ouais? Non. Qui fait le débat public aux États-Unis depuis les années 20? Ouais? Non, oh là là, c'est certainement pas les partis politiques qui influencent l'opinion publique. Oui? La presse, mais mieux encore, le peuple, non. Il n'existe pas, le peuple. Oui. Alors, ça n'existait pas avant. Mais non, les GAFAM vont recruter toujours les mêmes personnes. Ouais, ouais, mais avant ça, pensez à vraiment la plus vieille institution médiatique américaine. La radio, ouais, mais qu'est-ce que vraiment ils ont inventé de manière industrielle, les Américains? On en bouffe encore. Hollywood. Bah Hollywood. Hollywood devient la scène, si vous voulez, de toute propagande américaine, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan commercial, tout passe par Hollywood. Pourquoi? Parce que les acteurs sont ceux que vous allez voir tous les mercredis soirs. Ce sont des gens que vous voyez toutes les semaines. Et donc ils vont pouvoir influencer votre comportement politique, vos comportements d'achat, etc., etc. Alors, aujourd'hui, ce ne sont pas forcément que les acteurs, c'est n'importe quelle fille ou n'importe quel gars sur Instagram qui a un minimum de followers. Ok. C'est n'importe quel compte Twitter qui a un minimum de followers, etc., etc. Et c'est strictement le même principe. C'est la petite machine de propagande que va inventer Bernays dans les années 1920. Le travail de Bernays, ça va être de se demander qui est capable d'influencer le marché pour telle ou telle communauté. Comment est-ce que je vais vendre des maillots de basket à typiquement à des adolescents blancs du Kansas? Comment est-ce que je vais vendre des grosses voitures dont ils n'ont pas besoin à des banlieusards du New Jersey, etc., etc., etc. Et il faut trouver le bon type ou la bonne typesse, si vous voulez, des gens en qui ces communautés-là vont se reconnaître. Ça va? Alors, revenons au texte de Girard. Pourquoi sommes-nous manipulés sans nous en rendre compte?
Parce que nous avons honte d'être influençables. Nous avons honte d'être influençables alors que nous le sommes tous. Nous avons honte d'être influençables et donc nous allons retourner cette honte en fierté. Et en originalité. Je lis le troisième paragraphe du texte de Girard. Le mimétisme du désir enfantin est universellement reconnu. Autrement dit, un enfant va aimer, en tout cas un petit enfant va aimer à peu près ce que ses parents aiment. Le désir adulte n'est en rien différent, à ceci près que l'adulte, en particulier dans notre contexte culturel, a honte le plus souvent de se modeler sur autrui. Il a peur de révéler son manque d'être. Il se déclare hautement satisfait de lui-même. Il se présente en modèle aux autres. Chacun va répétant « imitez-moi » afin de dissimuler sa propre imitation. Autrement dit, par un mécanisme de fierté, nous retournons notre manque d'originalité en originalité. Je pense qu'on l'a tous fait ici. C'est « Oh, tu as ces nouvelles Nike, comme tu es original ». Oui, aussi original que 5 millions d'autres consommateurs qui vont acheter exactement la même paire de baskets. Ah, tu aimes les films Marvel? Oh, comme tu es original, etc., etc., etc. Tu aimes Le Seigneur des Anneaux, mais comme tu es original, etc., etc. Et en vrai, on peut raffiner le truc, hein. Tu aimes la peinture du Caravage, mais comme tu es original. Tu aimes Botticelli, comme tu es original. Autrement dit, ce qu'on fait toujours, c'est imiter des gens qu'on considère comme des modèles, et ensuite essayer d'être des modèles pour des gens qui pourraient nous imiter. L'homme est un animal imitatif ou mimétique. Peut-être même que c'est une de ses caractéristiques principales. Alors, est-ce que ça va ça? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Mais réfléchissez au... Il y a, moi, ce qui me fascine, si vous voulez, ce sont les gens qui disent ah mais moi la publicité ça ne fonctionne absolument pas sur moi, etc., etc. En fait, ce sont souvent ceux qui sont le plus influencés par la publicité. Autrement dit, les gens qui prétendent être originaux font exactement ce que fait la publicité. Soyez originaux, dit la publicité, et personne ne l'est. Personne ne l'est. Vaut mieux avoir une lecture lucide des effets que la publicité peut avoir pour nous, que la propagande politique peut avoir pour nous. Et propagande politique, j'entends pas ça de manière péjorative. N'importe quel parti fait de la propagande. Ça, je reviendrai là-dessus aussi. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, évidemment, c'est que c'est le contexte de guerre qui explique beaucoup de choses. Je l'avais déjà dit un petit peu. Le consentement à la guerre est l'un des plus difficiles à obtenir. Faire consentir généralement un homme, un adulte, à se faire tuer ou à tuer, c'est quelque chose d'extraordinairement difficile à obtenir.
Et si on arrive à le faire, imaginez ce qu'on peut faire dans le domaine de la consommation. Si on est capable de vendre la mort à un adulte, imaginez ce qu'on peut faire à des adolescents, par exemple, en temps de paix. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est simplement lire le, le chapitre 2 de Propaganda qui s'intitule La psychologie des relations publiques. Je ferai des commentaires au fur et à mesure, mais à vrai dire, on a déjà abordé bien des aspects de ce texte. C'est assis à son bureau, vous l'avez ou pas? Assis à son bureau, un homme décide d'acheter des actions. Je peux voir? C'est, hop, voilà, c'est juste là. C'est là. Allez, et là, voilà. Assis à son bureau, un homme décide d'acheter des actions, alors qu'il s'imagine sûrement que seul son jugement personnel intervient dans cette décision. En réalité, ce jugement personnel intervient dans cette décision. En réalité, ce jugement est un mélange d'impressions gravées en lui par des influences extérieures qui contrôlent ses pensées à son insu. Il envisage de devenir actionnaire de cette compagnie de chemin de fer parce qu'elle a fait les gros titres de la presse de la veille et qu'en conséquence, son nom s'impose puissamment à lui. D'ailleurs, il garde un bon souvenir d'un fameux dîner au bord d'un de ces trains rapides. Elle a une politique d'emploi libérale et une réputation d'honnêteté. Il a appris que la banque JP Morgan avait des parts, en avait des parts. Alors, ce qu'explique Bernays, c'est ce qu'on a vu avant, c'est que on a l'impression qu'on prend des décisions rationnellement. En réalité, il y a bien des facteurs affectifs qui euh, entrent en jeu, et surtout, il a appris que la banque JP Morgan en avait des parts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui que je voudrais être, c'est-à-dire la banque Morgan, a des parts. Je voudrais être comme la banque Morgan, donc je vais en acheter. Je vais être influencé par le désir mimétique d'être, voilà, Morgan. Alors, petit commentaire, c'est assez intéressant de voir comment ça se passe parce que très clairement, ici, c'est un homme qui prend une décision d'achat, il achète des actions. Okay. Je vous recommande, il y a un épisode enfin, il y a beaucoup d'épisodes en fait de Mad Men. Je vous avais parlé de Mad Men un petit peu. Mad Men, c'est sûr, il me semble que c'est sur Netflix. Ça y est plus. Prenez un VPN, voilà, avec NordVPN. C'est un petit peu de pub pour ma chaîne YouTube. Avec NordVPN, vous pouvez avoir Netflix à peu près partout dans le monde. Sauf en Corée du Nord, évidemment. Je ne sais pas ce qui passerait d'ailleurs, mais certainement pas Mad Men. Mais il y a des épisodes de Mad Men où euh, le gars qui est en charge de l'agence de pub, qui s'appelle Don Draper, enfin qui s'appelle Don Draper, je ne veux pas vous spoiler la série, euh, Don Draper comprend très très vite que il y a bien des choses que les hommes portent, par exemple, mais que ce sont les femmes qui achètent pour leur mari. Et donc la publicité, ici, ça va consister à savoir non pas ce qui peut influencer les hommes à avoir certains comportements d'achat, mais ce qui peut influencer les épouses à avoir certains comportements d'achat pour leur mari. Typiquement, à un moment, il va essayer de vendre une mousse à raser. C'est l'époque de la conquête spatiale, donc il va essayer d'envisager un packaging qui ressemble à une fusée. Okay, et ça fait un flop monumental. Pourquoi? Parce que les femmes en ont strictement rien à faire des fusées. En revanche, vous mettez la femme d'un astronaute dans une pub
pour une mousse à raser pour homme, c'est-à-dire machine achète ça pour Armstrong, machine achète ça pour, comment s'appelle le premier américain à avoir tourné en orbite? Euh, John Glenn, il me semble. Euh, donc la femme de John Glenn achète ça pour son mari, et alors là, succès garanti, succès garanti. Donc en fait, il faut comprendre quel est votre public, quel est votre marché, et à partir de là, si vous avez bien compris quel était votre marché, c'est ce qu'on appelle le marketing, si vous avez bien compris votre marché, vous pouvez effectivement faire avaler n'importe quoi à n'importe qui. Leurs travaux ont amené Trotter et Lebon. Alors Trotter et Lebon, surtout Lebon en fait, c'est le premier à avoir réfléchi à la psychologie des foules. Les travaux de Trotter et Lebon, à la conclusion, donc c'est un Français, fierté, à la conclusion que la pensée au sens strict du terme n'avait pas sa place dans la mentalité collective, guidée par l'impulsion, l'habitude ou l'émotion. À l'heure du choix, son premier mouvement est en général de suivre l'exemple d'un leader qui a su gagner sa confiance. C'est là un des principes les plus fermement établis de la psychologie des foules, qui opère en fixant à la hausse ou à la baisse le prestige d'une station balnéaire, en suscitant une ruée sur telle banque ou un mouvement de panique à la bourse, en créant l'engouement qui va déterminer le succès d'un livre ou d'un film. Alors j'en avais parlé. Autre exemple, si vous voulez. Euh, pour- Pourquoi vous connaissez Saint-Tropez? Ouais. Oui, d'accord. Pourquoi est-ce que vous y êtes allé? Oui. Pourquoi c'est une ville de riches? Heureusement que c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Je me prendrai un procès en féminisme. Alors non, c'est pas pour ça, en fait. Ouais. Alors, il y a eu le gendarme à Saint-Tropez, mais c'est pas pour ça. Alors, do you Saint-Tropez? Non, c'est pas pour ça. Non, non, c'est pas pour ça. C'est un poil loin de Monaco. Non, c'est tout simplement parce que Brigitte Bardot a décidé d'acheter une maison là-bas. C'était une gigantesque star, si vous voulez. C'était un petit peu la Marilyn Monroe française. Et d'un seul coup, en fait, ce qui était un petit village de pêcheurs est devenu la station balnéaire, effectivement, des ultra riches. C'est un petit peu devenu l'Ibiza français. Jean-Michel, si tu nous regardes, voilà. Alors, euh, donc, effectivement, là, et là je suis sérieux, ce que fait Bernays à mots couverts quand même, c'est une critique de Tocqueville. Tocqueville nous disait, c'est la masse qui exerce une influence, une pression considérable sur l'individu. Autrement dit, lorsque nous sommes face à une décision, face à un jugement, nous sommes influencés par le jugement de nos semblables. Ce qu'explique Bernays ici, oui, c'est bientôt fini. Ce qu'explique Bernays ici, c'est que, en réalité, nous sommes influencés toujours en démocratie, nous sommes influencés par des leaders d'opinion, par des stars, par des intellectuels, etc., etc. Oui, par des, on est influencé par des stars, par des intellectuels. Il faut dire quand même de moins en moins par des intellectuels et de plus en plus par des petites stars. C'est aussi une critique du capitalisme que fait Bernays, tout en ayant été, enfin tout en étant son plus grand, on va dire, son plus grand avocat, sa plus grande éminence grise, son plus grand influenceur justement. Bernays euh, critique l'idée que le capitalisme est intégralement rationnel.
il est fondé sur des mécanismes psychologiques qui n'ont rien de rationnel. Je m'arrête là, on continue la lecture de ce texte, probablement pas vendredi, parce que vendredi, je vais vous rendre vos copies, mais la semaine prochaine. Ok? Bonne journée.